Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour ce webinaire sur la vaccination. Moi, je suis le docteur Johanna Brousset-Philippe. Je suis médecin du travail sur le secteur de Pugnac, dans le Nord-Gironde, et je suis accompagnée de ma collègue Manon Lemire, infirmière en santé au travail, aussi sur le secteur de Pugnac. Donc, pour votre information, ce webinaire est enregistré et le support de la présentation vous sera envoyé à la fin de cette réunion par mail. Vos micros et caméras ont été désactivés pour la présentation. Vous avez la possibilité de poser vos questions soit dans le chat pendant la présentation ou après la présentation, oralement, après avoir réactivé vos micros. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder donc la vaccination qui est l'affaire de tous. Alors, ce que nous allons aborder dans une première partie, on va parler de l'immunité. Qu'est-ce que sont les fameux microbes? La réponse immunitaire, comment elle fonctionne? En seconde partie, on va développer le principe d'un vaccin en faisant un petit point sur l'historique de la vaccination. Comment le vaccin fonctionne, les différents types de vaccins qu'on retrouve, leur rappel. On fera un zoom sur certains vaccins. En troisième partie, nous évoquerons les effets secondaires et les contre-indications de la vaccination. Et en quatrième partie, on évoquera les recommandations vaccinales avec les vaccins obligatoires chez les enfants, les vaccins recommandés dans la population générale. On fera un petit zoom sur les professionnels. Alors, l'immunité, c'est quoi? Donc, il existe 4 grands types de micro-organismes, le virus, les bactéries, les parasites et les champignons. Le virus est un agent infectieux qui est très petit, qui possède un seul type d'acide nucléique, je vais y arriver, ADN ou ARN, qui ne peut se reproduire qu'en parasitant une cellule. Donc, par exemple, les hépatites, la grippe, la rougeole, la rubéole, les oreillons, la rage, le Covid, le papillomavirus, le rotavirus et la varicelle. Les virus ne résistent pas à l'air libre, contrairement aux parasites, bactéries et champignons. Ensuite, nous allons retrouver donc les bactéries, qui sont des micro-organismes formés d'une seule cellule, sans noyau, à structure très simple, considérée comme ni animale ni végétale. Dans les maladies, on va retrouver la tuberculose, le tétanos, la coqueluche, la diphtérie et la leptospirose. Nous allons retrouver les parasites, qui est un organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d'un organisme hôte, d'une espèce différente de façon permanente ou pendant une phase de son cycle vital. Par exemple, le paludisme, la gale, les morpions, les poux. Puis les champignons, organismes pluricellulaires autonomes qui peuvent se développer sur la peau, les muqueuses, voire les organes, et nous retrouvons notamment les mycoses. Ces micro-organismes, c'est des définitions qui sont très biologiques, mais ça permet vraiment de comprendre comment ils fonctionnent. Il y a des organismes qui vont être tout à fait indépendants, les bactéries, les parasites et les champignons, par exemple, et les virus, qui sont quand même des maladies graves. En fait, ce sont des petits bouts d'ADN ou d'ARN qui ne peuvent pas survivre sans avoir un autre, comme l'être humain, par exemple. Donc, on ne se contaminera pas en touchant quelque chose de sale qui sera resté à l'air libre pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, contrairement aux autres micro-organismes qui, eux, par contre, peuvent survivre très longtemps dans différents environnements qui sont compatibles, voilà, avec leur organisme. La réponse immunitaire, comment l'organisme vient lutter contre les infections. Donc, dans un premier temps, on a notre immunité innée, non spécifique, donc qui est transmise par la mère. Donc, il n'y a pas de mémorisation, c'est déjà présent dans les globules blancs dès la naissance. Les macrophages, les lymphocytes NK, les polynucléaires neutrophiles, notamment. Ensuite, nous avons l'immunité acquise, donc la mémoire immunitaire qui se fait lorsqu'on a un contact avec un antigène, donc un intrus dans l'organisme qui déclenche une réaction immunitaire qui, lui, va produire des anticorps. Donc, ce sont des molécules qui sont produites par les lymphocytes T et B, présents pour se défendre spécifiquement à un antigène. Lorsque vous avez un premier contact avec un micro-organisme, le système immunitaire va se défendre plus rapidement puisqu'il va venir chercher les anticorps qu'il a déjà produits. La réponse immunitaire dépend de l'âge, c'est-à-dire que les nourrissons, ils ont une réponse vaccinale plus faible puisqu'ils ont
les anticorps maternels dans les premiers mois de vie. Les enfants et les adultes, eux, vont avoir une bonne réponse immunitaire, contrairement aux personnes âgées qui, eux, vont avoir une immunosénescence. L'immunité devient moins réactive avec le temps. Les principes de la vaccination. Un petit historique pour commencer. Donc, la vaccination, c'est un traitement qui est assez ancien, puisqu'il a vu le jour au XVIIIe siècle avec Édouard Jenner, qui a réussi à guérir de la variole. Ensuite, on a le plus célèbre Louis Pasteur, qui lui a créé le vaccin contre la rage, après des recherches plus poussées, et c'était un biologiste, hein. Et puis petit à petit, les vaccins sont apparus, donc la poliomyélite. En 1980, on a pu éradiquer la variole, première maladie qui n'existe a priori plus au niveau mondial grâce au vaccin. Et voilà, on a vu décroître certaines maladies. La poliomyélite en Europe en 2002 a été éradiquée et a diminué de 99% dans le monde en 2015. Euh, Quand même un chiffre à noter pour marquer que des maladies qu'on ne connaît plus en France, mais qui existent encore dans le monde, comme le tétanos. En 2018, il y a encore 25 nouveaux-nés qui décédaient du tétanos dans le monde, notamment en Afrique et dans les pays en voie de développement. Alors, le vaccin, comment ça marche? Manon venait de vous expliquer que on avait deux types d'immunité, l'immunité innée qui était là dans la toute première partie de la vie, et ensuite une immunité acquise. La vaccination, elle va être là pour stimuler l'acquisition de l'immunité et donc mettre en contact l'organisme avec des antigènes pour justement créer cette réponse immunitaire et apprendre à l'organisme à produire les anticorps. Donc, on va injecter ou mettre en contact par voie orale ou nasale également. Ce sont deux voies moins utilisées, mais qui existent aussi pour certains vaccins, l'organisme avec les antigènes. L'organisme va créer des anticorps, on va du coup ressentir certaines réactions, et lorsque nous serons en contact avec le micro-organisme concerné, l'organisme sera déjà prêt à se défendre et à produire les anticorps. Donc, le vaccin, le vaccin est un médicament qui est un médicament individuel, puisqu'il va entraîner l'immunité de chaque individu vacciné, créer le souvenir de la mémoire immunitaire et qui aura un effet différé durable. C'est-à-dire que quand on se fait vacciner, il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où l'organisme va réagir et va être capable de créer les anticorps, de quelques semaines en général. Et il y a aussi un effet indirect, c'est-à-dire que le vaccin est un médicament du collectif. Si le vaccin a permis d'éradiquer certaines maladies, c'est parce qu'on a pu vacciner une grande proportion des populations afin de casser la chaîne de contagiosité. C'est-à-dire que même s'il y a un malade toutes les personnes autour, si elles sont vaccinées, ne développeront pas la maladie et donc ne la transmettront pas elles-mêmes à leur tour. Il faut quand même savoir que tous les vaccins n'ont pas la même efficacité. Il y a des vaccins qui sont 100% efficaces contre une maladie, d'autres qui vont plutôt être efficaces à 60%, et qu'un vaccin n'est pas forcément efficace toute la vie. Voilà, ça peut aller d'une durée de 5 ans à certains vaccins qui seront efficaces toute leur vie. Mais en fonction des micro-organismes et des produits, on n'aura pas toujours la même efficacité. Alors, il existe du coup deux types de vaccins. Les vaccins vivants atténués. Donc là, ce sont des vaccins qui sont produits à partir de l'agent infectieux lui-même, qui sera vivant et qu'on aura affaibli par des méthodes physiques ou chimiques. Il sera efficace plus rapidement, en 10 à 15 jours, et pour le coup, il sera efficace plus longtemps. Ce sont souvent des vaccins pour lesquels nous n'avons pas besoin de rappel une fois qu'on a fait ce qu'on appelle le schéma de primo-vaccination, donc 1 à 2, voire 3 injections très rapprochées, et ensuite on est tranquille euh, pour toute la vie. Par contre, ce sont des vaccins qui ont plus d'effets secondaires, ils sont un petit peu plus ils provoquent des réactions un petit peu plus fortes, donc plus d'effets secondaires au niveau local ou général, la fièvre, des choses comme ça. Et ce sont des vaccins qui ont des contre-indications. Voilà. On ne peut pas les administrer à n'importe qui, notamment la femme enceinte ou les gens qui auraient des problèmes d'immunité. Dans ces vaccins, on retrouve les vaccins contre le ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, la fièvre jaune, la varicelle, le rotavirus, la tuberculose ou la grippe par voie nasale. Ce n'est pas celui qu'on fait le plus souvent, mais il existe.
Et il existe un autre type de vaccin, le vaccin inerte. Donc ça, c'est un vaccin qui est créé grâce à un bout de l'agent infectieux qui a été complètement inactivé. Donc, il n'a plus de potentiel d'infection derrière lui. Donc, ça peut être des morceaux de protéines, des petits bouts d'agents infectieux, de l'ARN messager. Ces vaccins-là ne rendent pas malade. Mais par contre, on aura sélectionné le petit bout d'antigène qui va permettre à l'organisme de produire ces anticorps. Ce sont des vaccins qui ont souvent moins d'effets secondaires, peu de contre-indications. Par contre, ils sont moins efficaces dans le temps et ce sont souvent des vaccins pour lesquels on a des rappels à faire régulièrement. Donc, on va faire un focus sur certains vaccins. Donc, le diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, le fameux DTP coqueluche. Donc, la diphtérie, par rappel, donc c'est une infection respiratoire avec atteinte du système nerveux. Le tétanos provoque des paralysies musculaires avec difficultés respiratoires, cardiaques et neurologiques. La poliomyélite, syndrome grippal avec paralysie définitive sur 1 cas sur 200. La coqueluche, c'est une infection respiratoire particulièrement grave chez les nourrissons. On a 40 millions de cas par an dans le monde, 300 000 décès, et on a d'ailleurs connu une épidémie récemment de coqueluche. Comment ça fonctionne? On a 2 injections chez le nourrisson, un à l'âge de 2 mois et l'autre à l'âge de 4 mois, puis un rappel à 11 mois. Donc ça va être sur la vaccination obligatoire chez le nourrisson. Ensuite, on va avoir des rappels donc plus recommandés, donc à l'âge de 6 ans, puis à l'âge de 11-13 ans. Puis à l'âge adulte, on va retrouver un rappel à l'âge de 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans, 75 ans, 85 ans, etc. Quand on va faire le rappel à partir de 45 ans, on ne va pas forcément mettre la coqueluche, on peut avoir qu'un DTP. Pourquoi? Parce que la coqueluche, on va la faire en fonction de l'entourage. Donc, c'est-à-dire, si il y a des grands-parents qui vont garder un nourrisson, on va faire un rappel coqueluche. Ou si on travaille dans la petite enfance, on va faire un rappel coqueluche. Et on va le refaire notamment lors de la grossesse et pour le futur papa. Dans le vaccin, la coqueluche, elle ne va durer que 10 ans, contrairement au DTP qui lui dure 20 ans. C'est pourquoi, lors de la grossesse, on peut refaire un rappel à chaque grossesse pour être sûr que l'immunité coqueluche soit réactivée. La rougeole, les oreillons et la rubéole. Donc, la rougeole, c'est une maladie très contagieuse. Ce sont des maladies souvent connues chez les enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle des maladies infantiles, mais qu'on peut attraper à l'âge adulte. Donc, la rougeole, c'est une maladie très contagieuse qui provoque une fièvre, des éruptions cutanées, une rhinite, une conjonctivite, toux, angine, laryngite. Ça, c'est la forme qu'on connaît plutôt chez les enfants, pas très sévère, assez embêtante, mais pas forcément très sévère. Par contre, dans 30% des cas, donc presque une personne sur trois, on peut avoir des complications. Ça touche un peu plus souvent les adultes aussi. Donc, on peut décéder d'une rougeole, soit du fait d'une pneumopathie ou d'une infection du cerveau, c'est l'encéphalite. Ben, elle peut aussi faire perdre la vue, provoquer des malformations fœtales et une fausse couche. Euh, les oreillons, c'est une maladie pareil, qu'on peut voir encore chez les enfants qui provoque une fièvre et une hypertrophie des parotides. Les parotides sont des glandes qui se trouvent ici, donc souvent les enfants, on a l'impression qu'ils ont des boules devant les oreilles, des grosses joues. Mais par contre, c'est une maladie qui a des complications chez l'enfant notamment, elle peut provoquer une stérilité masculine parce qu'elle va aussi aller infecter les testicules des petits garçons. Et ça peut aussi provoquer des méningites, encéphalite, c'est une infection du cerveau, des surdités, des fausses couches. Et la rubéole, c'est une maladie bénigne qui donne une éruption cutanée avec un peu de fièvre. Le seul cas où elle est grave, c'est chez la femme enceinte puisqu'elle donne des malformations fœtales. Le ROR, c'est un vaccin qui est un vaccin vivant. On fait seulement 2 injections à partir de 12 mois et entre 16 et 18 mois. Et normalement, après, on est tranquille. Il s'avère qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, tous les adultes n'ont pas été vaccinés 2 fois. C'est pour ça que parfois, on fait des rattrapages de cette vaccination, notamment chez les jeunes femmes qui auraient un projet de grossesse ou alors chez des personnes qui auraient été en contact avec quelqu'un de malade, puisqu'on a une épidémie de rougeole aussi qui sévit depuis quelque temps en France. Donc, voilà, dans les collectivités, on essaye de faire des rattrapages dès qu'on peut et dès qu'on estime que c'est nécessaire et que les personnes sont d'accord, bien sûr.
La grippe. Donc, la grippe, c'est une maladie virale saisonnière transmise par voie aérienne et elle a la particularité de muter plutôt facilement. Ça va provoquer de la fièvre, de la toux, des courbatures, une fatigue et on peut retrouver des formes graves, potentiellement mortelles. On retrouve 2 à 6 millions de malades par an en France et 10 000 décès. On va préconiser une injection par an en automne à partir de 65 ans aux femmes enceintes ou lors de certaines pathologies chroniques. Et on va aussi le préconiser à toute personne qui va être en contact avec un public fragile. Et si on refait une injection par an pour la grippe, c'est justement parce que tous les ans, le virus mute. Et pour recréer le vaccin de l'année suivante, on ne peut pas reprendre la même formule que l'année précédente. Donc, on se base sur ce qui se passe dans le monde, puisque la grippe, en fait un tour du monde, hein. Il passe par l'Asie avant d'arriver en Europe, et puis ensuite il retourne. Donc on se base sur le développement des maladies et des analyses qui sont faites sur les épidémies qui arrivent avant la France pour essayer de recaler le contenu du vaccin. Voilà. Et donc, un dernier vaccin sur lequel on avait envie de faire un focus, c'est le virus de l'hépatite B. On fait ce focus-là parce que c'est un vaccin qui, pour le coup, est obligatoire à l'âge adulte pour certaines professions, euh, notamment les soignants. C'est un virus qui provoque initialement un syndrome grippal, pardon, qui va évoluer vers une hépatite, c'est-à-dire une infection du foie, une inflammation du foie, qui peut guérir dans un tiers des cas ou alors évoluer vers des formes chroniques, c'est-à-dire que la personne ne guérit pas. Et dans ces cas-là, bah, ça peut donner des maladies du foie plus graves comme la cirrhose ou le cancer du foie. C'est une maladie qui est très contagieuse, qui se transmet par contact avec des liquides biologiques, le sang, des contacts sexuels, voire avec la salive. On a 2 milliards de personnes infectées dans le monde, dont 245 millions de personnes en France et 300 000 qui ont une infection chronique. Donc ce vaccin-là, il se passe en 2 temps. On va normalement d'abord faire 3 injections. Puis, grâce à une sérologie, c'est-à-dire une prise de sang, on va vérifier que le vaccin a été efficace. S'il a été suffisamment efficace, les personnes sont tranquilles, à vie. Si le vaccin a été insuffisamment efficace, on peut être amené à faire des rappels jusqu'à 3 injections supplémentaires pour essayer d'atteindre l'efficacité maximale. Et puis après, on arrête, puisque c'est un vaccin pour lequel certaines personnes ne sont pas répondeuses on qualifie de non répondeuses, mais qui vont quand même avoir une protection un peu meilleure que les gens non vaccinés contre l'hépatite B. Donc, les effets secondaires et les contre-indications à la vaccination. Donc, dans les effets secondaires, on va retrouver des réactions locales et des réactions générales. En réaction locale, ça va être des rougeurs, un gonflement, une induration au niveau du site d'injection, des douleurs aussi au niveau du site d'injection, une certaine sensibilité, de la chaleur. Ces réactions sont généralement passagères, mineures. En réaction générale, on peut voir apparaître de la fièvre, des maux de tête, perte d'appétit, fatigue, douleurs musculaires. Mais ça veut dire simplement que la réponse immunitaire, elle est en train de se mettre en route. Les signes qui doivent alerter en revanche, ça va être la présence d'un urticaire, un malaise, des œdèmes de la bouche du visage, gêne respiratoire, respiration sifflante. Ça reste des réactions qui sont exceptionnelles. Donc on a une réaction sur 500 000 doses. Très souvent, on peut aller jusqu'à une hospitalisation. Quoi qu'il en soit, vous avez une réaction qui vous alerte. Il faut aller voir un professionnel de santé qui vous indiquera la démarche à suivre. Dans les contre-indications au vaccin, ben, il y a les allergies, voilà, parce que certains vaccins sont faits à base d'œufs, par exemple. Donc, quelqu'un qui sera allergique à l'œuf ne pourra pas faire ces vaccins-là. Il faut soit trouver un autre laboratoire qui aura constitué son vaccin différemment, ben, soit contre-indiquer le vaccin. L'allergie, c'est notamment une des raisons qui peut provoquer des réactions graves au vaccin. C'est-à-dire que le corps ne va pas réagir à l'antigène de manière grave, mais va réagir à un autre constituant du vaccin. Il y a une contre-indication aussi pour les gens qui ont un déficit du système immunitaire, surtout pour les vaccins vivants atténués. Il faut aussi dire que pour ces gens-là, bah, les vaccins sont souvent un peu moins efficaces, donc on est parfois amené à changer un petit peu la rythmicité des rappels pour être sûr que les gens soient le mieux protégés possible. Il y a des vaccins contre-indiqués pendant la grossesse, ce sont les vaccins vivants atténués aussi. Voilà. Et par contre, il y a des vaccins qui ont normalement peu d'effets secondaires et qui sont recommandés pendant la grossesse, c'est la grippe et la coqueluche. On ne vaccine pas non plus chez quelqu'un qui est malade ou en cours d'infection, qui a une forte fièvre, tout simplement parce que déjà, ça ne sert peut-être à rien de rajouter un effet secondaire un peu désagréable en plus, et aussi parce que le vaccin serait potentiellement moins efficace. Donc,
voilà, on évite. Ce n'est pas forcément dangereux, mais ça n'est pas très utile. Voilà. Donc, pour résumer cette partie-là, les vaccins sont un des outils les plus sûrs de la médecine moderne et une des mesures les plus efficaces de lutte contre les infections. Euh, le risque zéro n'existe pas, ce serait mentir, mais les effets secondaires graves sont quand même rares. Euh, les vaccins permettent d'éviter les risques de maladies graves euh, de manière beaucoup plus importante. Attendez, je m'en mêle là, excusez-moi, je recommence. Les risques des maladies graves évitables grâce à la vaccination sont beaucoup plus grands que les risques d'une réaction indésirable à la suite d'une vaccination. En gros, ça veut dire que si on fait le ratio bénéfice de la vaccination par rapport au risque, on a plus de bénéfices à éviter de tomber malade de certaines pathologies, à attraper certains micro-organismes, plutôt que de risque de faire une mauvaise réaction à la vaccination. En France, le vaccin est considéré comme un médicament. Il répond donc à des exigences de qualité, d'efficacité et de sécurité avant de pouvoir être mis sur le marché et enregistré. Et il faut quand même savoir qu'en France aussi, on a des registres d'effets indésirables graves pour les vaccins comme pour tous les médicaments et que ceux-ci sont étroitement surveillés par l'Agence nationale de surveillance du médicament, l'ANSM. Euh, dans ces cas-là, c'est un pharmacien, une sage-femme, un infirmier ou un médecin qui vont faire la déclaration. Si vous allez voir sur le site, vous pouvez même vous, en tant que particulier, aller déclarer un effet indésirable qui sera par la suite étudié par les professionnels de l'ANSM. Donc, les recommandations vaccinales. Chaque année, vous avez le nouveau calendrier vaccinal avec les recommandations de l'année qui sort. Donc là, on vous a mis le calendrier vaccinal de 2024. Donc en 2024 est obligatoire chez les enfants 11 vaccins. Donc le DTP coqueluche, l'HIV, l'hépatite B, les pneumocoques, le ROR et les méningocoques C. On va retrouver des vaccins recommandés chez les enfants, donc le rotavirus, le méningocoque B, mais ils ne sont pas obligatoires. Et à partir donc, de 18 mois, on est sur des vaccins recommandés. Avec le rappel DTP coqueluche, comme on a pu voir précédemment, donc à 6 ans, 11, 13 ans, puis 25, 45, 65. On va retrouver notamment l'HPV, donc le papillomavirus. On va vacciner autant les garçons que les filles entre 11 et 14 ans. Et puis, passé 65 ans, on va retrouver la grippe, le Covid-19, le zona. Quoi qu'il en soit, pour les autres vaccins, un professionnel de santé peut conseiller d'autres vaccins en fonction des voyages, en fonction du métier et donc des besoins de la personne. Alors, pour les professionnels, donc on a essayé de résumer les vaccinations que l'on recommandait pour les professionnels de santé. Donc, en catégorie de métier. Voilà, la catégorie des soins, donc aides-soignants, infirmiers, médecins, les ambulanciers aussi peuvent être pris dans cette catégorie-là. Il faut savoir qu'il y a un vaccin obligatoire pour eux, c'est le vaccin de l'hépatite B. Sans être vacciné contre l'hépatite B, aujourd'hui, normalement, vous n'avez pas le droit d'exercer ces métiers-là. Et en général, c'est réalisé au moment de l'école au plus tard. On ne peut plus rentrer en formation sans ce vaccin-là. On conseille aussi d'autres vaccins, la diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, la tuberculose, le ROR, l'hépatite A dans certains cas, la grippe et le Covid. Ce sont des infections qui sont liées à des épidémies très souvent et qui sont facilement transmissibles. Donc, étant donné que ces personnes-là sont en contact avec des gens malades et des gens fragiles, un certain nombre de vaccins sont quand même conseillés pour éviter d'être le transmetteur de certaines maladies et puis de tomber malade accessoirement. La petite enfance, ben c'est pareil, c'est en lien avec le travail en collectivité et les maladies infantiles. Donc, on va recommander diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, la tuberculose, rougeole, oreillon, rubéole et varicelle pour les adultes qui n'auraient pas fait la varicelle dans l'enfance. Les vétérinaires sont en contact avec beaucoup de micro-organismes, mais en tout cas, en termes de vaccination, ben, c'est la rage et la leptospirose qui peuvent être conseillés en fonction des évaluations du risque de type d'animaux soignés. Dans le bâtiment, on va plutôt conseiller diphtérie, tétanos, polio, coqueluche ben, pour le tétanos, hein, comme c'est une maladie qui s'attrape par des plaies cutanées et qui
et souvent présente dans certaines terres, dans le sol. Voilà, les gens du bâtiment sont plutôt de bons candidats pour maintenir leur vaccination à jour. Il y a le domaine de l'assainissement, des eaux usées, des non potables, de l'eau non potable, pardon. Pareil, vaccination contre DT, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, contre l'hépatite B, l'hépatite A, et puis la leptospirose. La rage, ça peut dépendre des lieux d'intervention, voilà, le contact avec des animaux sauvages éventuellement. La gestion des déchets, on reste sur des maladies qui se transmettent par la peau ou par contact avec des liquides biologiques, donc diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, l'hépatite B, les voyageurs, là c'est pareil, on a mis un certain nombre par voyageur, on entend les gens qui voyagent pour leur travail, les grands voyageurs. Donc, vaccination contre certaines maladies transmissibles et présentes dans certaines parties du monde, notamment la fièvre jaune et la dengue, la grippe, la rage, ça c'est pareil, ça dépend des conditions de voyage, hépatite A, hépatite B, ça, on n'a pas toujours la même chance d'avoir un traitement des eaux usées identique partout, et puis diphtérie, tétanos, coqueluche. Les tatoueurs, la diphtérie, le tétanos, polio, coqueluche et l'hépatite B, contact avec le sang. Les forces de l'ordre, les surveillances pénitentiaires, pareil. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. La tuberculose, parce qu'ils évoluent aussi en collectivité. L'hépatite B. Les secouristes, les pompiers, eux, ont l'hépatite B. D'ailleurs, je pense qu'elle est obligatoire aussi chez eux, on ne l'a pas mis. Et diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Et puis, on leur a mis la grippe aussi, effectivement. Les gens qui travaillent dans le tourisme, on leur a conseillé la grippe par rapport au contact avec le public. Et dans la restauration collective, on a conseillé l'hépatite A, puisque c'est une maladie qui se transmet par voie orale. Voilà, vaccine les personnes pour éviter qu'elles contaminent leurs clients. Voilà. Où se faire vacciner? Donc, un médecin, un infirmier, une sage-femme, un pharmacien ou même les laboratoires de biologie médicale peuvent vous vacciner. Vous trouvez toutes les informations sur toutes les personnes qui peuvent vous vacciner sur Vaccination Info Service. Je ne vais pas vous relire tous les petits points, mais c'est bien retenir que tout médecin, infirmier, sage-femme, pharmacien et laboratoire peuvent vous vacciner. C'est quand même les plus courants. Certains peuvent prescrire et faire le vaccin, le médecin, l'infirmière, l'infirmier libéral, la sage-femme, le pharmacien, dans les laboratoires aussi. Par contre, vous ne pouvez pas forcément vous présenter dans toutes les pharmacies ou auprès de tous les infirmiers libéraux parce qu'il faut quand même une formation préalable. Mais ça se généralise quand même de plus en plus. Donc, c'est un moyen d'accès assez facile pour se faire vacciner auprès de professionnels peut-être plus accessibles des fois que les médecins libéraux. Et donc, voilà, on vous parle d'un petit outil alors qu'on ne maîtrise pas forcément très bien, mais en faisant nos recherches, qu'on a découvert, c'est le carnet de vaccination électronique. Donc aujourd'hui, il existe des applications qu'on peut installer sur son téléphone, mesvaccins.net, une application du ministère de la Santé, dans laquelle on rentre nos dates de vaccin, et puis ça permet déjà de se souvenir des dates, et puis de vous notifier les dates de rappel et de vaccination à venir. C'est plutôt facile, ça peut se partager avec les professionnels de santé lors des visites médicales, donc c'est un outil assez sympa. Le carnet de vaccination papier est un peu désuet et souvent perdu au cours de la vie, donc des fois on s'en mêle un peu dans les dates de vaccination. Donc, pour conclure, la vaccination, c'est une technologie. On a vu les prémices de la vaccination donc, au XVIIIe siècle avec la variole. C'est une technologie qui est en constante évolution puisqu'elle a permis la diminution de nombreuses maladies, voire l'éradication de maladies potentiellement mortelles. On retrouve quand même de nombreux bénéfices à la vaccination pour finalement très peu de risques. Chaque indication donc pour la vaccination, ça est évalué en fonction de l'âge, de la profession, du mode de vie et après discussion avec un professionnel de santé. On vous remercie pour votre attention. On va arrêter le partage, comme ça si vous avez des questions, on va pouvoir regarder le chat et vous pouvez réactiver vos micros si vous voulez nous les poser en direct.